Bonjour à tous. Donc, je termine cette matinée. J'espère que vous n'avez pas trop faim parce qu'on parle de pancakes, de muffins, de fromage à pizza. Donc, j'espère que vous allez tenir encore une demi-heure. Moi, je vais vous parler de gluten au-delà de la maladie cœliaque. Alors, comme on l'a déjà dit, c'est vrai que quand on reçoit une famille en consultation, des parents qui consultent pour des troubles digestifs, une éruption cutanée, des troubles du sommeil, ils sont souvent persuadés qu'il y a un aliment ou un groupe d'aliments qui est responsable de ces symptômes. Donc c'est très marqué avec certains aliments comme le lactose, voire carrément le lait. Et puis le gluten est également très très souvent incriminé. Donc on sait que le gluten dans la maladie cœliaque, effectivement, ça a un effet sur le tube digestif avec une augmentation de la perméabilité intestinale, une action sur les cellules de l'immunité innée et l'immunité adaptative. Mais sans maladie cœliaque, est-ce que ce gluten, effectivement, peut avoir un impact au niveau digestif et au niveau extra-digestif pour provoquer des troubles ? Alors, on a quelques études, c'est des souris qui ont été sensibilisées au gluten et qui montraient que ces souris qui n'avaient pas de maladie cœliaque avaient une augmentation de la production d'acétylcholine au niveau du plexus myentérique quand elles recevaient du gluten. C'est-à-dire que cette augmentation provoquait une augmentation de la contraction des cellules musculaires lisses donc, et une augmentation du transport ionique avec une accélération du transit secondaire. Et cet effet était plus marqué chez des souris qui avaient un HLA DQ8. Chez l'homme, très peu d'études sur les effets du gluten sans maladie cœliaque. On sait qu'il y a une production d'IL8 qui est augmentée par les monocytes si les patients sont HLA DQ2 par rapport à des témoins. Alors, quand on reprend les pathologies qui peuvent être liées au gluten, donc on a plusieurs mécanismes qu'on a déjà vus, notamment dans le topo de Karine. Donc, un mécanisme auto-immun qui peut donner une maladie cœliaque et des maladies annexes comme l'ataxie au gluten et la dermatite herpétiforme. Des mécanismes allergiques avec l'allergie au blé et des mécanismes qui sont ni immunologiques ni allergiques avec cette entité qu'on appelle l'hypersensibilité au gluten non cœliaque. Alors on va revoir un peu ce qu'est le gluten avant d'en parler. Donc, quand vous prenez les protéines des céréales, donc la protéine ça correspond à peu près à une quantité de 9-10 grammes dans 100 grammes de farine, qui peuvent être classées en protéines solubles, environ 20% des protéines, et en protéines insolubles, qu'on appelle le gluten. Parmi ces protéines insolubles, on a les prolamines et les gluténines qui vont effectivement être soit solubles dans l'alcool, soit solubles dans les solutés basiques. Et parmi ces prolamines, donc on a, selon les céréales, différents noms de prolamines. Donc pour le blé, en l'occurrence, c'est la gliadine, et pour l'orge, par exemple, c'est les ordéines. Et finalement, on sait que certains patients qui ont une susceptibilité génétique pour avoir une maladie cœliaque, chez ces patients, en fait, la gliadine va avoir des séquences toxiques qui va être provoquer des signes cliniques. Donc, je vais vous dire un mot de la maladie cœliaque avant de passer au-delà de la maladie cœliaque. Alors, quand suspecter une maladie cœliaque, donc ce sont les dernières guidelines qui avaient été faits par l'EFSGAN en 2020. Donc, bien sûr, devant des signes digestifs classiques de diarrhée, ballonnement abdominal, des douleurs abdominales chroniques, voire une constipation qui résiste à un traitement laxatif bien conduit. Devant des signes extra-digestifs, donc les plus classiques, ce que vous voyez habituellement, c'est des stagnations pondérales, voire des pertes de poids. Chez l'enfant plus grand, des retards pubertaires. Et puis souvent des enfants qui sont décrits comme étant irritables, avec une fatigue chronique, qui jouent plus, qui sont en retrait. Après, il y a d'autres signes extra-digestifs qui peuvent faire suspecter une maladie cœliaque, comme une anémie chronique, une aphthose récurrente ou des lésions cutanées de type dermatite herpétiforme. Et puis, on va suspecter également une maladie cœliaque dans certaines situations spécifiques, c'est-à-dire les apparentés au premier degré de patients qui ont une maladie cœliaque et des patients qui ont une pathologie auto-immune, comme un diabète de type 1, une thyroïdite ou certaines hépatopathies, certains syndromes comme une trisomie 21, un syndrome de Turner, un syndrome de Williams ou un déficit en IgA. Donc,
qu'est-ce que vous faites brièvement devant un patient qui est suspect de maladie cœliaque? Donc, j'ai repris le PAP de 2022 qui avait été adapté de ces recommandations de l'ESGAN. Donc, devant une suspicion, je vous rappelle que vous testez les IgA totales avec les IgA antitransglutaminase. Et si les IgA antitransglutaminase sont supérieurs à 10 fois la normale, vous n'avez pas besoin de faire de biopsie. Vous faites un deuxième prélèvement en dosant les anticorps IgA anti-endomysium et vous pouvez faire le diagnostic de maladie cœliaque. Si ces IgA anti-endomysium sont négatifs sur ce deuxième prélèvement, vous allez prescrire une fibroscopie pour faire ou non le diagnostic de maladie cœliaque. Si maintenant vous avez des IgA anti-transglutaminase qui sont négatifs, à ce moment-là, si vous avez des IgA totales qui sont négatifs, vous avez un déficit en IgA, vous allez doser les IgG, antitransglutaminase ou anti-endomysium, antigliadine, et si celles-ci sont positives, vous allez faire une fibroscopie avec des biopsies. Si en revanche, les IgG sont négatives, vous récusez le diagnostic de maladie cœliaque. Si vous avez des IgA antitransglutaminase négatives avec des IgA totales normales, votre maladie cœliaque est très peu probable. Si vous avez une forte suspicion, vous pouvez répéter les dosages de manière itérative. Et si par hasard votre patient a un régime qui est pauvre en gluten, vous réintroduisez le gluten de façon conséquente avant de faire un nouveau dosage de ces anticorps. Devant un patient qui est asymptomatique, donc un sujet à risque, qui a un syndrome ou un parent apparenté au premier degré avec une maladie cœliaque, vous allez doser les IgA antitransglutaminase, avec les IgA totales toujours, et faire un HLA DQ2, DQ8. Pourquoi faire ce HLA DQ2, DQ8? Parce que s'il est négatif, il n'y a pas de risque en théorie, de maladie cœliaque, et on arrête de faire des dosages itératifs par la suite. Il ne fait plus partie de ce groupe à risque de développer une maladie cœliaque. Si en revanche, ce HLA-DQ2, DQ8 est positif avec des IgA antitransglutaminase supérieurs à 10 fois la normale, vous allez faire, comme précédemment, un deuxième dosage avec des anti-endomysium qui, s'ils sont positifs, vous permettent de faire le diagnostic de maladie cœliaque sans fibroscopie. Si en revanche, ils sont négatifs, à ce moment-là, vous faites une fibroscopie comme dans l'autre cas. Et puis, ces situations intermédiaires avec un HLA DQ2, DQ8 positif, des IgA antitransglutaminase qui sont négatives, si déficit en IgA, on fait les IgG comme tout à l'heure, et si les IgA sont normales, on répète le diagnostic, le dépistage de façon régulière. Les autres pathologies liées au gluten qui vont s'intégrer dans un mécanisme auto-immun, on les voit assez peu en pédiatrie, c'est la dermatite herpétiforme, donc qui peut survenir indépendamment de la maladie cœliaque, mais c'est assez rare. Dans la majorité des cas, vous voyez, dans 75%, cette maladie est associée à une maladie cœliaque. Donc, elle se présente de la manière suivante, avec des macules érythémateuses et des papules urticariennes, parfois même des vésicules, ça donne un prurite assez important. Et la caractéristique de cette dermatose, c'est que vous avez une distribution qui est symétrique. L'ataxie au gluten, en pédiatrie, on n'en voit pas, c'est surtout une pathologie qu'on voit chez l'adulte. C'est des ataxies idiopathiques. On peut avoir de réelles atrophies du cervelet et le retrait du gluten de l'alimentation va améliorer cette ataxie. Et ces patients ont, dans 50% des cas, une maladie cœliaque associée. Alors, je passe maintenant au-delà de la maladie cœliaque avec l'allergie au blé. Donc, je reprends un peu le schéma de tout à l'heure, mais avec les protéines de blé maintenant. Donc pareil, on a ces protéines solubles. Parmi ces protéines solubles, c'est des protéines qu'on appelle albumine ou globulines, et des noms que vous avez peut-être déjà entendus, c'est les inhibiteurs de la trypsine, l'amylase, et les protéines, les lipides transfert protéines. Donc ces protéines solubles, elles sont plutôt impliquées dans les allergies respiratoires au blé, bien qu'elles puissent tout à fait être impliquées dans les allergies alimentaires. C'est plutôt respiratoire. Et puis, on a ces protéines insolubles avec le gluten, donc qui comprend les gliadines et les gluténines. On a plusieurs sortes de gliadines et plusieurs sortes de gluténines, et celles-ci sont plutôt impliquées dans les allergies alimentaires. Alors, le problème du blé, c'est que vous avez 1500 protéines différentes, et que parmi tous les allergènes du blé, il n'y en a aucun qui est dominant.
Alors quand on parle d'allergie au blé, c'est une allergie au froment, c'est-à-dire au blé tendre, Trichitum aestivum. Donc c'est les cultures du blé sont extrêmement répandues dans le monde parce que ça s'adapte à tous les climats. Donc c'est une allergie qui est quand même assez fréquente. C'est le troisième type d'allergie, l'allergie IgE-médiée au blé, le troisième type d'allergie en Allemagne chez l'enfant, au Japon, en Finlande, chez des enfants d'âge préscolaire aux États-Unis. La prévalence en Europe, elle est à peu près de moins de 1%. Alors on a 3 types d'allergies IgE-médiées au blé. Les allergies par ingestion, donc, qui vont donner des syndromes classiques de type urticaire, syndrome digestif aigu avec des vomissements, une anaphylaxie, des allergies IgE-médiées sur une inhalation, donc c'est l'asthme du boulanger, et des allergies IgE-médiées, des allergies notamment induites par l'effort, qui sont plus souvent vues chez les adultes et qui sont souvent associées à des cofacteurs comme l'alcool ou les médicaments. Alors, comment tester cette allergie au blé ? Donc, on fait des IgE spécifiques. Le problème, c'est que la valeur prédictive négative et positive est pas très bonne. Il y a, comme je vous disais tout à l'heure, aucun allergène moléculaire, donc plus qu'à prouver sa supériorité, toutes les protéines pouvant être en cause. Donc, on a plusieurs dosages qui sont disponibles. Donc, on s'y perd un peu, souvent. C'est pour ça qu'il y a eu des recommandations pratiques par la Société française d'allergologie récemment, chez l'adulte et chez l'enfant. Donc, en cas de suspicion d'allergie au blé, vous allez faire des prick tests ou des IgE spécifiques anti-blé de type F4. Si c'est négatif, vous allez considérer une autre pathologie liée au blé ou au gluten. Si en revanche, ces IgE spécifiques sont positives, vous pouvez tester les allergènes moléculaires, notamment avec les allergènes de la gliadine, donc celui-ci, des lipides transfert protéines, celui-ci, et de l'oméga 5 gliadine. Donc, selon votre type d'allergie, en fait, là en vert, plutôt si vous avez une allergie alimentaire au blé, et en jaune, plutôt si vous avez une allergie, une anaphylaxie induite par l'effort. Alors la prise en charge, c'est l'éviction du blé. On estime que l'évolution est relativement favorable, avec à l'âge de 6 ans jusqu'à 70% des enfants qui sont tolérants au blé. Dans les formes sévères et persistantes d'allergie au blé, il y a plusieurs études qui ont mis en place des ITO. Donc après un TPO initial qui va déterminer une dose seuil. Et puis, donc, selon le principe des ITO, selon 2 phases, donc une phase d'escalade et une phase de maintenance, on voyait des résultats qui étaient plutôt pas mal, avec l'ingestion possible. Donc c'était des schémas un peu différents, mais entre 5 et 10 grammes de protéines de blé, avec, vous le voyez, une bonne efficacité, sauf dans une des études. Donc 5 grammes de protéines de blé, c'est pas énorme, puisque quand vous prenez un petit brin, par exemple, les gâteaux petits brins, vous avez 6 grammes de protéines de blé. Mais bon, ça permet d'éviter les accidents graves. Un cas clinique donc, d'un enfant de 7 mois qui n'a pas de terrain atopique particulier et qui présente des vomissements itératifs 2 heures après la première ingestion de céréales de riz dans son lait infantile. Il a présenté des symptômes identiques après la 5e ingestion de patates douces et de cacahuètes. Il a des tests cutanés qui sont négatifs. Donc, vous faites le diagnostic de CEPA au riz et à la patate douce. À 8 mois, avant d'introduire le blé, il est hospitalisé pour un TPO, selon le protocole CEPA, au blé, avant la première consommation de blé. Il tolère très très bien ce TPO, il est surveillé 3 heures et on recommande à la famille de donner 0,5 g de blé 3 fois par semaine. Ça se passe bien pendant 1 mois et puis au bout d'1 mois, il présente des vomissements itératifs 2 heures après la prise de céréales de blé. Donc, il est réhospitalisé, on refait un TPO au blé avec une seule dose de 1 g et là il se met à vomir 2 heures après.
Donc c'est un cas de CEPA un peu atypique au blé, mais effectivement les CEPA au blé sont quand même relativement fréquents dans les types de CEPA, puisqu'on estime que c'est la 4e cause en France dans une étude qui avait été faite en 2017, après le lait, le poisson, les moules, et équivalence avec l'œuf. Dans les autres formes d'allergie au blé non hygiomediée, à part les CEPA, vous pouvez avoir les œsophagites à eosinophiles. On sait que l'exclusion du blé dans le traitement de l'œsophagite à eosinophiles est assez systématique quand on fait des régimes d'exclusion élargis avec une exclusion des 6 groupes d'aliments souvent en cause dans les œsophagites à eosinophiles, ou quand vous faites des exclusions seulement avec 2 aliments. En général, on fait lait et blé avant d'essayer de réintroduire l'un des deux et de refaire une fibroscopie pour essayer de voir lequel est en cause. Et puis, on voit aussi de plus en plus d'allergies à eosinophiles après les ITO au blé. Donc, comme vous le savez, les ITO sont une cause de survenue d'œsophagites à eosinophiles. Et là, récemment, en tout cas à Trousseau, on a eu plusieurs cas d'œsophagites à eosinophiles après des ITO au blé. Et enfin, dans la littérature, on a quelques gastrites à eosinophiles qui auraient été déclenchées après la prise de blé. Un autre cas clinique, Gaspard, 18 mois, qui présente un ballonnement abdominal, 3 selles décrites comme molles par jour depuis plusieurs mois. La maman le décrit comme étant fatigué, avec une stagnation pondérale depuis l'âge de 12 mois. À l'interrogatoire, vous retrouvez que le gluten a été introduit vers l'âge de 9 mois. Donc, il a pour vous un tableau de maladie cœliaque. Donc, vous faites un dosage des IgA total, des IgA antitransglutaminase. J'ai marqué IgG, mais c'est IgA antitransglutaminase, qui sont... il a des IgA basses, pardon. Donc, on fait des IgG antitransglutaminase qui sont négatives. Il n'y a pas de carence nutritionnelle par ailleurs. Devant ce tableau quand même assez important, on fait une fibroscopie qui revient normale avec des biopsies normales en dehors d'une lymphocytose intraépithéliale. Donc, une classification marche 1 dans la classification histologique des classifications qu'on utilise pour typer l'histologie des maladies cœliaques. Donc le marche 1, la présence d'une lymphocytose intraépithéliale, c'est le premier stade histologique qu'on peut voir dans la maladie cœliaque, mais qui n'est pas suffisant pour porter le diagnostic de maladie cœliaque. Il faut également une hyperplasie des criques et une atrophie villositaire partielle ou totale. Donc cet enfant, biopsie normale, si ce n'est une lymphocytose intraépithéliale. Il a un HLA DQ2 positif. Donc, avant d'avoir les résultats des biopsies, la mère élimine le gluten parce qu'elle n'en peut plus, elle est persuadée qu'il a une maladie cœliaque. Et puis, il est rapidement transformé avec une disparition du ballonnement abdominal, une amélioration de l'état général et la reprise d'une croissance ascendante, comme on le voit sur cette courbe. Et puis, vers l'âge de 3 ans, spontanément, la mère elle décide de réintroduire des petites quantités de gluten. Ça se passe bien, pas de récidive des symptômes. Et puis, à 4 ans, il a une réintroduction complète du gluten avec la persistance d'une croissance qui est totalement régulière. Et maintenant, à l'âge de 10 ans, une croissance qui est parfaite et aucun stigmate de carence nutritionnelle ou d'apparition de maladie cœliaque. Donc, chez cet enfant, est-ce qu'on peut parler d'une pathologie qu'on appelle une hypersensibilité au gluten non cœliaque ? Alors, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité au gluten non cœliaque ? Donc, c'est une maladie qui a été décrite il y a presque 45 ans chez une femme de 43 ans qui décrivait une fatigue chronique avec des troubles digestifs intermittents. Et elle avait remarqué que ces troubles survenaient particulièrement quand elle mangeait du gluten. Et quand elle arrêtait de manger du gluten, elle était mieux cliniquement. Elle avait une sérologie maladie cœliaque qui était normale. Donc, on a parlé
C'est la première évocation de cette hypersensibilité au gluten, puis ça a été une maladie complètement oubliée. Et puis elle est revenue un peu au goût du jour dans les années 2010, notamment avec cette étude australienne qui, chez des adultes qui avaient un syndrome de l'intestin irritable et qui avaient quand même un peu plus que dans la population générale un HLA DQ2, DQ8 positif. Dans la population générale, on est plutôt aux alentours de 30%, là c'est 56%, qui avaient été testés négatifs pour une maladie cœliaque et qui se disaient améliorés par un régime sans gluten. Donc, en double aveugle, on leur donnait soit du gluten, soit un placebo pendant 6 semaines. Et finalement, on avait 68% des patients qui présentaient des symptômes dans le groupe gluten versus 40% dans le groupe placebo, avec une différence qui était jugée comme significative. Il n'y avait pas de différence, en revanche, si les patients étaient HLA DQ2, DQ8. Et donc, ces auteurs australiens s'étaient dit, est-ce que, au sein du syndrome de l'intestin irritable, il n'y a pas une sous-entité qu'on peut appeler hypersensibilité au gluten ? Alors après 3 conférences de consensus, l'entité hypersensibilité au gluten non cœliaque a été définie par une entité clinique qui provoque des symptômes à l'ingestion du gluten, donc des symptômes digestifs et extradigestifs qui s'améliorent après le retrait du gluten de l'alimentation, après avoir exclu une maladie cœliaque et une allergie IgE-médiée au blé. Chez l'enfant, donc ces symptômes, c'était un peu comme dans le cas clinique que je vous ai présenté, c'est un enfant qui se présente avec un tableau de maladie cœliaque et qui n'a pas de maladie cœliaque. Après, chez certains patients, vous voyez des aphthoses récurrentes, des constipations sévères et des signes extradigestifs, notamment avec le premier signe qui ressort, c'est toujours cette fatigue, cette anxiété, cette irritabilité, et dans quelques cas, comme dans le cas clinique, une perte de poids avec une stagnation pondérale, ce qui a été montré d'ailleurs dans d'autres articles par la suite, c'est-à-dire des entités étiquetées hypersensibilité au gluten non cœliaque, avec un tableau de clinique de maladie cœliaque sans diagnostic histologique et sérologique de maladie cœliaque, qui s'améliore après le retrait du gluten. La place des examens complémentaires, il n'y en a pas, puisque on n'a aucun marqueur spécifique à ce jour qui a été identifié pour affirmer c'est une hypersensibilité au gluten non cœliaque. Ce qu'on a vu, on le reverra dans les études, c'est qu'il y a 2/3 des patients qui ont des IgG antigliadines positifs et que le HLA DQ2 positif, HLA DQ2 est positif dans 50% des cas versus 30% dans la population générale. Et est-ce qu'il y a une histologie spécifique ? On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors la prévalence, elle est difficile à définir, hein, c'est un peu comme on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la plupart des études, c'est des hypersensibilités au gluten qui sont décrites par le patient. C'est-à-dire que le patient est persuadé que quand il retire le gluten de son alimentation, il est amélioré. Et dans ces études, il n'y a pas toujours finalement de réintroduction en double aveugle et de rechallenge. Alors la principale question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le gluten est responsable de l'hypersensibilité au gluten non cœliaque ? Alors quand vous prenez le blé, vous avez les protéines, mais vous avez aussi les sucres. Et parmi ces hydrates de carbone, vous avez les FODMAPs. Alors les FODMAPs, c'est quoi ? Ce sont des sucres qui ne vont pas être absorbés ou insuffisamment absorbés au niveau de l'intestin grêle et vont arriver au niveau du côlon et être pris en charge par les bactéries coliques, entraîner une fermentation, la production de gaz, une distension. Et vu que ces sucres persistent dans la lumière, vous avez un appel d'eau avec une rétention d'eau. Ces bactéries qui prennent en charge les sucres vont induire la production de métabolites, comme les acides gras courte chaîne, qui vont modifier la motricité et la sensibilité viscérale intestinale. Alors, ces FODMAPs, là, je vous ai mis un tableau non exhaustif des aliments riches et pauvres en FODMAPs. Vous voyez que parmi les aliments, parmi les FODMAPs, vous avez le fructose. Donc là, je vous ai mis les fruits qui sont riches en fructose, le lactose, les oligosaccharides, parmi lesquels on a les fructanes, dont on va reparler, et les polyols.
Alors, l'efficacité du régime sans gluten, est-ce qu'elle est liée à la diminution finalement des FODMAPs dans l'alimentation? Donc cette même équipe australienne qui avait émis l'hypothèse qu'il y avait peut-être une sous-entité hypersensibilité au gluten parmi les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, on refait une étude donc chez des patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable sans maladie cœliaque. Donc, où pendant une semaine, ils prenaient leur régime habituel, et puis après, pendant 2 semaines, ils faisaient un régime pauvre en FODMAPs et sans gluten. Et après, ils étaient randomisés en double aveugle pour recevoir soit une grosse quantité de gluten, soit une petite quantité de gluten, soit un placebo. Il y avait une période de 2 semaines sans régime, et puis après, on faisait pareil en double aveugle des re-challenge en crossover. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que tous les patients se sont améliorés avec un régime pauvre en FODMAPs. Et dès qu'on réintroduisait soit le placebo, soit le gluten en forte ou faible quantité, on avait une réapparition des symptômes. Quels que soient les symptômes, on retrouvait la même chose, donc gluten ou placebo, que ce soit la douleur, l'aspect des selles. Donc, quand on refaisait par la suite un re-challenge avec le même aliment, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui avaient été aggravés avec le gluten, on faisait une période sans régime, et puis on refaisait une période de 3 jours avec du gluten, et bien là, alors que la fois d'avant, il avait été aggravé par le gluten, là, il était plutôt amélioré. Donc on retrouvait un peu tout et n'importe quoi. Il y avait très peu de patients qui retrouvaient les mêmes sensations au cours des différents challenges. Donc la conclusion des auteurs, c'était de dire que les FODMAPs et principalement les fructanes qui sont présents dans le blé, le seigle et l'orge et d'autres légumes comme les artichauts, les topinambours ou les asperges par exemple, sont responsables des symptômes. Alors cette étude elle a été pas mal critiquée puisque c'était déjà une population assez ciblée de patients qui avaient un intestin irritable et surtout on avait exclu les patients qui avaient des lésions histologiques de type MARCH 1, c'est-à-dire une lymphocytose intraépithéliale. Donc on avait vraiment ciblé ces patients. Et puis c'était difficile de relier ces FODMAPs au syndrome extradigestif. Par la suite, on s'est posé la question, est-ce que c'est les fructanes ou le glucose? Et ça a été confirmé avec cette étude que les fructanes pouvaient avoir un rôle finalement dans ce qu'on appelle l'hypersensibilité au gluten non cœliaque. Donc c'est 59 patients qui sont encore adultes, qui ont une hypersensibilité au gluten rapportée, pas de maladie cœliaque. En double aveugle, on leur donne pendant 7 jours soit un placebo, soit du gluten, soit des fructanes. On fait une période sans régime de 7 jours. Et puis après, on fait un crossover, une étude en crossover pendant 7 jours. On mesure les symptômes à partir d'une échelle spécifique, donc qui va cibler et l'intensité et le type de symptômes, parmi douleur abdominale, distension abdominale, diarrhée, constipation ou satiété. Et qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit que c'est essentiellement dans le groupe quand on donne finalement le fructane à ces patients en double aveugle, que les patients se disent le plus symptomatiques. Il y a plus de participants qui sont symptomatiques au fructane par rapport au placebo et au gluten. Vous voyez que le deuxième, ce n'est pas le gluten qui va donner le plus de symptômes, c'est le placebo. Donc dans l'ordre, on avait fructane, placebo et gluten. Donc cette étude disait effectivement chez des patients, l'intolérance, l'hypersensibilité au gluten non cœliaque serait plutôt une hypersensibilité au fructane. À côté de ces FODMAPs, on a d'autres composés protéiques dans le blé qui pourraient être dus à ce qu'on appelle une hypersensibilité au gluten. C'est ce qu'on appelle les ATI, les amylases trypsin inhibitors. Donc ce sont des protéines qui ont un rôle important dans le développement métabolique de la plante et qui sont de plus en plus fréquents dans le blé dit moderne, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'ATI dans les aliments qui contiennent du blé actuellement. Et en fait, ces ATI, ils vont avoir une action sur l'immunité innée parce qu'ils vont induire finalement la production de toll-like récepteurs de type 4 et finalement activer les cellules de l'immunité innée. Autre protéine du blé qui peut être impliquée, c'est les agglutinines de germes de blé.
ce qu'on appelle les lectines. Donc les lectines que vous allez retrouver dans les céréales complètes ou les légumineuses, qui sont finalement des protéines qui servent à défendre les céréales contre les autres plantes et les champignons, qui sont très résistantes aux enzymes digestives et à la chaleur, et qui ont cette capacité de se lier à l'enveloppe cellulaire au niveau du glycocalyx et d'induire une stimulation de la sécrétion d'histamine et notamment de cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-alpha ou l'interféron gamma. Alors, on se retrouve toujours avec cette même question. Hein. J'ai déjà fait ce type de topo il y a 5 ans. Finalement, on n'a pas tellement avancé sur l'hypersensibilité au gluten. Est-ce que c'est le gluten? Est-ce que c'est le blé? Est-ce que c'est les composés du blé? Est-ce que c'est plus les FODMAPs? On se retrouve encore finalement dans tout ce qui tourne autour du blé, mais on ne sait pas vraiment quel est le mécanisme qui pourrait être déclenchant. Alors, quel mécanisme? Donc, dans les hypothèses, dans les travaux qui ont été faits, effectivement, on sait que les patients qui ont une hypersensibilité au gluten non cœliaque ont un microbiote intestinal qui est modifié. Ça, on peut retrouver ça avec la plupart des pathologies, et toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a moins de lactobacillus, moins de bifidobacterium, et plutôt plus de bactéries pro-inflammatoires. Donc, ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a des peptides donc, qui ne seraient pas digérés par des protéases, qui arrivent au niveau de l'entérocyte, et qui pourraient finalement, des peptides non immunogènes, qui pourraient provoquer une hypersensibilité au gluten, et notamment augmenter certaines cytokines, comme l'IL-15, et favoriser l'apoptose entérocytaire. Alors, quel mécanisme? Est-ce que c'est une allergie au blé non IgE-médié? L'hypersensibilité au gluten, ça peut survenir à n'importe quel âge, et pas forcément dès l'enfance. C'est ça qui colle pas trop pour parler d'allergie au blé non IgE-médié classique. Donc, encore une étude qui avait été faite chez l'adulte, qui reprenait des patients qui avaient un syndrome de l'intestin irritable avec des critères d'hypersensibilité au gluten, c'est-à-dire qu'ils étaient améliorés par un régime sans gluten. Donc, on prenait ces patients, on leur faisait manger un régime normal avec plus de 30 grammes de blé par jour pendant 4 semaines. Et puis après, on leur demandait de ne plus manger de blé, de lait, d'œufs, de tomates et de chocolat pendant 2 semaines. Et on leur administrait en double aveugle soit une capsule de blé, soit un placebo. Donc ça, on faisait ça pendant 2 semaines. Avec une période sans régime pendant 1 semaine, et puis on refaisait l'étude en crossover pendant 2 semaines. Sur ces 900 patients, il y en a 276 qui avaient les critères d'hypersensibilité au gluten, qui sont un peu affinés, c'est-à-dire que les patients présentaient une aggravation des symptômes en mangeant du gluten et une amélioration des symptômes quand ils avaient le placebo. Donc sur 900, on en trouve 276. Et ces patients qui avaient une hypersensibilité au gluten théorique, ils ont été comparés à des patients avec une maladie cœliaque et à des patients avec un intestin irritable qui n'étaient pas spécialement améliorés par un régime sans gluten. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces patients, ils ont quand même, par rapport aux maladies cœliaques et aux intestins irritables, un peu plus d'histoire d'allergie dans l'enfance et un terrain atopique plus marqué, jusqu'à 30% versus 8% pour les maladies cœliaques et 6% pour les patients qui ont un intestin irritable. Et puis, quand on leur faisait des biopsies, à ces patients, ils avaient plus d'éosinophiles que les maladies cœliaques ou les intestins irritables. Et cette autre étude, donc, qui avait, pris 36 patients adultes avec un syndrome de l'intestin irritable et 10 contrôles qui avaient un endobrachiosophage, on leur faisait un challenge au blé en déposant finalement des allergènes au niveau de la muqueuse duodénale. Et on faisait une microscopie laser confocale et on voyait finalement s'il y avait des modifications des jonctions épithéliales et une augmentation de la lymphocytose épithéliale chez ces patients quand on déposait du blé sur la muqueuse intestinale. Et on voyait effectivement qu'il y en a 22 sur 36 qui réagissaient. Donc est-ce que c'est une forme d'allergie IgE-médiée particulière? Peut-être. Ça n'a pas été confirmé par la suite.
Après, est-ce que y a des choses un petit peu particulières qui ont été vues aussi chez ces patients étiquetés hypersensibilité au gluten non cœliaque? Est-ce qu'ils ont une maladie cœliaque sous-jacente? Quand on prend ces patients qui ont une hypersensibilité au gluten, on voit que dans 5% des cas, ils ont une histoire familiale de maladie cœliaque versus 0% chez les patients qui ont un intestin irritable classique. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a 55% qui ont des IgG antigliadines positives. Ils ont un HLA DQ2, DQ8 qui est plus souvent positif que les intestins irritables et que la population générale. Et puis, on retrouve chez près de 10% d'entre eux des anticorps anti-endomésium au niveau de la muqueuse intestinale. Ça a été confirmé aussi dans des études pédiatriques, ce taux plus augmenté d'IgG antigliadine et d'HLA DQ2, DQ8 positif. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser des dosages des anticorps anti-endomésium sur les biopsies intestinales? Donc, une étude qui avait été faite chez des adultes et des enfants qui avaient un HLA DQ2, DQ8 positif et qui était séronégatif pour une maladie cœliaque, pour les anti-transglutaminases et les anti-endomésium, mais qui avaient des anticorps anti-endomésium positifs sur les biopsies. Il y en a 4 au cours du temps qui ont développé une atrophie villositaire qui s'est améliorée avec un régime sans gluten. Ces patients qui ont une hypersensibilité au gluten, ils ont une concentration de CD3 qui est également assez proche des patients qui ont une maladie cœliaque, versus, on n'a pas du tout chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable classique. Et ils ont une lymphocytose intraépithéliale qui est également plus fréquente que les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable classique. Et ces modifications histologiques, elles ont été confirmées dans plusieurs études. Alors, on ne sait pas trop ce qui est responsable d'une hypersensibilité au gluten ou au blé. On ne sait pas trop quel mécanisme non plus intégrer dans ce type de pathologie. On est à un carrefour entre une pathologie allergique, non allergique, un syndrome de l'intestin irritable. On l'a vu dans les études, on a quand même une majorité de patients qui s'autoproclament hypersensibles au gluten et qui ne le sont pas, avec un effet placebo-nocebo du régime qui est très important. Donc il y a des nouveaux critères qui ont été définis pour porter le diagnostic d'hypersensibilité au gluten non cœliaque. On fait remplir un questionnaire de symptômes aux patients, ça s'appelle les critères de Salerno. On met en place un régime sans gluten pendant 6 semaines et on fait une réintroduction en double aveugle, soit avec une capsule de gluten, soit avec une capsule sans gluten. Une semaine sans régime, et puis on inverse en double aveugle toujours les capsules gluten et sans gluten. Et on mesure l'intensité des symptômes sur une échelle numérique. Quand on implique ces critères finalement en pédiatrie, chez 1114 enfants qui ont des douleurs abdominales, il y en a 36 qui se disent améliorés, qui disent avoir un lien entre leur douleur et la consommation de gluten. Il y en a 5 finalement qui sont améliorés spontanément. 31 qui vont faire un régime sans gluten, 3 qui sont non améliorés, qui sortent de l'étude, et finalement sur ces 31, il n'y en a que 4 qui vont s'aggraver avec la prise de gluten et s'améliorer avec le placebo. Pareil chez les adolescents. Si on fait cette étude, à partir de 54 adolescents qui font un régime sans gluten, qui ont un syndrome de l'intestin irritable, qui n'ont pas de maladie cœliaque, il y en a 35 qui se déclarent améliorés, 2 qui se retirent de l'étude. On fait cette étude en crossover diagnostic et finalement on se rend compte qu'il n'y en a aucun qui va présenter des signes cliniques, que ce soit avec le gluten ou avec le placebo. Les critères histologiques, je vais terminer bientôt. Les critères histologiques, est-ce qu'ils sont utiles? C'est très discuté. Comme je vous l'ai dit, on a l'impression que certains patients ont une histologie un peu particulière, avec une distribution linéaire des lymphocytes CD3 au niveau de la lamina propria, une disposition aussi pédiculaire de ces lymphocytes CD3 au niveau de l'épithélium interstitiel, et puis des éosinophiles qui sont supérieurs à 5 par champ. Donc, l'hypersensibilité au gluten, on ne sait pas trop ce que c'est mal défini. Avec ces critères, nouveaux critères diagnostiques, peut-être qu'on va mieux cibler finalement les enfants qui sont atteints par ce type de pathologie, bien que ce soit très difficile à réaliser en pratique clinique au cabinet de ville, de faire une étude en double aveugle avec un placebo et des gélules de gluten. Donc en pratique, devant un patient qui a une symptomatologie évocatrice d'hypersensibilité au gluten,
vous allez poser d'abord le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable, vous allez limiter les FODMAPs pendant 4 à 6 semaines et puis vous allez revoir votre patient. Si c'est un succès, vous allez réintroduire les aliments par groupe d'aliments avec une attention particulière pour les fructanes. Si échec de ce régime, à ce moment-là, vous pouvez essayer de mettre en place un régime sans gluten strict avec l'aide d'une diététicienne pendant 6 semaines. Ces patients, il va falloir les revoir parce qu'on sait que si c'est une hypersensibilité au gluten, ça va s'améliorer dans le temps et que souvent il y a une dose seuil tolérée. On n'est pas obligé de faire un régime hyper strict. Donc il faut les revoir quand même souvent parce que ça ne sert à rien de faire un régime qui est quand même extrêmement contraignant, désocialisant, qui coûte quand même cher. Et puis, je ne vais pas dire qui est, j'ai marqué potentiellement néfaste, mais pas non plus néfaste de faire un régime sans gluten, mais qui va modifier votre microbiote intestinal dans une dynamique plutôt pro-inflammatoire, avec une diminution des bactéries qui sont dites anti-inflammatoires, comme Akkermansia et certains Firmicutes. Je vous remercie.